Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 13e épisode. Mes meubles, que je construisis en partie moi-même et qui pour le reste ne me coûtèrent rien dont je n'ai déjà rendu compte, consistaient en un lit, 2 tables, une pour manger, une pour écrire, 3 chaises, un miroir de 3 pouces de diamètre, une pince à feu, 2 chenets, une bouilloire, une marmite, une poêle à frire, une louche, une bassine à vaisselle, 2 couteaux, 2 fourchettes, 3 assiettes, une tasse, une cuillère, une cruche pour l'huile, une cruche pour la mélasse et une lampe en métal laqué. Personne n'est pauvre au point de devoir s'asseoir sur une citrouille. Ce serait faire preuve d'un grand manque d'expédient. Il y a des tas de chaises du genre que je préfère dans les greniers de la ville qui se peuvent acquérir en échange du simple mal que l'on se donne pour les emporter. Ah, les meubles! Dieu merci, je puis m'asseoir ou me tenir debout sans l'aide d'un magasin de meubles. Quel être autre qu'un philosophe n'éprouverait de la honte à voir son mobilier entassé sur un chariot et transbahuté par monts et par veaux, exposé à la lumière du ciel et aux yeux des humains en un piteux inventaire de boîtes vides. Regardez, voici passer les meubles de Spalding. Je n'ai jamais été capable, à observer attentivement un chargement de ce genre, de dire s'il appartenait à une personne soi-disant riche ou à un pauvre. Je me figure systématiquement son propriétaire comme quelqu'un de miséreux, car en vérité, plus vous possédez d'objets de ce type, plus vous êtes pauvre. Chaque chargement a l'air de contenir le mobilier d'une douzaine de masures, et si une seule masure est pauvre, alors le tout n'en est que 12 fois plus pauvre. Dites-moi, quelle bonne raison avons-nous de déménager, si ce n'est pour nous débarrasser de notre mobilier, de notre vieille mue, pour enfin quitter ce monde et en gagner un autre, meublé de neuf, en abandonnant celui-ci au bon soin des flammes. Il en irait de même si tous ces pièges étaient sanglés à notre ceinture, et qu'on pouvait se mouvoir sur les terrains ardus où nous avons jeté nos lignes sans traîner ce fourbi avec soi, sans emporter son propre piège. Il est heureux le renard qui a perdu sa queue dans le piège, et le rat musqué ira jusqu'à s'amputer à coups de dents pour recouvrer sa liberté. Pas étonnant que les humains aient perdu tout ressort. Le plus souvent, ils sont dans une impasse. Monsieur, si je puis me permettre, qu'entendez-vous par une impasse? Si vous êtes perspicace, chaque fois que vous croisez une personne, vous voyez comme elle traîne derrière elle tout ce qu'elle possède, oui, et même une grande partie de ce qu'elle fait semblant de ne pas posséder, jusqu'à ses meubles et matériels de cuisine et tous les colifichets qu'elle conserve et refuse de brûler. Vous la voyez telle qu'elle est, entravée par tout son chargement, suant pour tenter d'avancer. Je tiens qu'une personne se trouve dans une impasse quand, ayant elle-même franchi telle faille ou porte étroite, elle ne peut progresser à cause du traîneau chargé de meubles qu'elle tracte derrière elle. Je ne puis m'empêcher d'éprouver une certaine compassion chaque fois que j'entends quelqu'un visiblement sain et bien formé, apparemment libre, tout paré à partir, se soucier de ses meubles, en se demandant s'ils sont bien assurés. Mais que vais-je donc faire de tous mes meubles? Je vois alors que mon joyeux papillon s'est pris dans une toile d'araignée. Croisant un jour un immigrant vacillant sous le poids de toutes ses possessions, sous un ballot qui m'évoqua quelques monstrueux kystes saillants depuis sa nuque, je ne pus m'empêcher de le prendre en pitié, non pas parce que c'était là tout ce qu'il possédait, mais parce qu'il avait encore tout cela à transporter. S'il me faut absolument traîner mon piège derrière moi, je prendrai soin de m'assurer qu'il soit léger et ne me pince en aucun point vital de ma personne. Mais il est fort possible que le plus sage serait de ne jamais commencer à rien accumuler. Je souligne au passage que je n'ai rien dépensé en matière de rideaux, car je n'ai à me prémunir d'aucun curieux autre que le soleil et la lune, astres auxquels je permets de glisser leurs yeux chez moi. La lune ne fera pas tourner mon lait ni avarier ma viande, pas plus que le soleil n'endommagera mes meubles ou les couleurs de mon tapis. Et s'il s'avère parfois être un ami trop brûlant, je trouve plus rationnel et plus économique de me retirer derrière quelques rideaux fournis par la nature plutôt que d'ajouter un élément supplémentaire aux charges du ménage. Une dame un jour voulut m'offrir un paillasson, mais n'ayant pas de place où le poser à l'intérieur de ma maison, et pas non plus de temps à consacrer à son dépoussiérage, je déclinai son offre, préférant continuer à m'essuyer les pieds sur la motte d'herbe qui se trouve devant ma porte. Mieux vaut ne jamais poser la première brique du mal. Il n'y a pas si longtemps, j'ai assisté à la vente aux enchères des possessions d'un diacre, qui avait eu une vie bien remplie. Le mal que font les humains vit après eux, dit le poète. Comme d'ordinaire, une grande partie de ses affaires n'était qu'un bric-à-brac qui avait commencé à s'accumuler du temps de son père. Il incluait, entre autres choses, un ténia desséché.
Eh bien, après avoir passé un demi-siècle dans son grenier ou autre trou à poussière du même genre, ces choses ne finirent pas brûlées. Au lieu d'un feu de joie, d'une destruction purificatrice, c'est une enchère que l'on organisa, c'est-à-dire une action destinée à accroître l'importance des objets en question. Les voisins se rassemblèrent, avec avidité d'abord pour les regarder, puis les acheter toutes, avant de s'en aller les entreposer soigneusement dans leurs greniers et trous à poussière personnels, afin qu'elles pussent y jaisir jusqu'à clôture du règlement de leur succession, ou elles iront s'amasser ailleurs. Les êtres humains meurent en mordant la poussière. Qui sait, peut-être pourrions-nous utilement imiter les coutumes de certaines nations sauvages, car elles s'attachent à faire au moins semblant une fois l'an de se débarrasser de leur vieille mue. Qu'elles se livrent réellement à cette activité ou non, du moins en nourrissent-elles l'idée. Ne serait-il pas bon que nous célébrions le genre de busk ou de fête des moissons dont Bartram décrit la tradition chez les Indiens de Mucklace? Lorsqu'un village célèbre le busk, dit-il, ses habitants commencent par se procurer de nouveaux vêtements, de la nouvelle vaisselle, de nouveaux ustensiles ménagers, des nouveaux meubles, puis ils rassemblent leurs vêtements usés et autres possessions méprisables, balaient et nettoient leur maison, leur place publique et la ville tout entière de toute leur saleté, qu'ils jettent en tas avec leur reste de vieilles céréales et autres provisions, et de ce tas ils font un feu. Puis ils prennent des remèdes, s'astreignent au jeûne pendant 3 jours, et l'on éteint ensuite tous les feux de la ville. Pendant ce jeûne, ils s'abstiennent de satisfaire toute forme d'appétit ou de passion que ce soit. Une amnistie générale est proclamée, les malfaiteurs peuvent tous revenir en ville. Au 4e matin, frottant 2 morceaux de bois, le grand prêtre fait un nouveau feu au centre de la place publique, auquel tous les foyers de la ville peuvent venir s'approvisionner en flammes neuves et pures. Puis les habitants font un festin des nouvelles céréales et des nouveaux fruits, et dansent et chantent pendant 3 jours. Pendant les 4 jours suivants, ils reçoivent la visite de leurs amis venus des villes voisines qui se sont eux aussi purifiés et préparés de la même manière. Les Mexicains pratiquaient eux aussi un rituel de purification similaire tous les 52 ans, croyant alors venu le temps de la fin du monde. Je ne connais guère de sacrement plus sincère, du moins au sens que le dictionnaire donne à ce mot, comme signe extérieur et visible d'une grâce intérieure et spirituelle. Et je ne doute pas que les humains qui le pratiquent en reçurent directement des cieux l'inspiration originelle, même s'ils n'ont pas de Bible pour conserver la trace de cette révélation. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.